Chapitre 5. La classification des droits subjectifs. Section 1. Les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux. Le patrimoine est constitué de l'ensemble des droits et obligations du sujet qui sont évaluables en argent. Le patrimoine est composé de l'actif, à savoir les biens qu'on peut vendre, échanger, donner, et les obligations de donner auxquelles les autres sont assujettis. Le passif renvoie aux dettes et obligations de faire ou de donner qui pèsent sur le titulaire du patrimoine et qui sont évaluables en argent. Les caractères du patrimoine. Le patrimoine a essentiellement deux caractères. Il est unique et indivisible et incessible entre vifs. Le premier caractère renvoie au fait que l'ensemble de l'actif permet d'éponger l'ensemble des dettes et que si le débiteur ne paye pas ses dettes à l'échéance, ses créanciers pourront saisir un de ses biens et se faire payer sur le prix de la vente. Le deuxième caractère signifie que le patrimoine ne peut être transmis aux héritiers du vivant de la personne. Mais si la personne décède, son patrimoine passe à ses héritiers. Parmi les héritiers, on a les ayants cause universels qui recueillent la totalité du patrimoine de leur auteur, les ayants cause à titre universel qui reçoivent une fraction du patrimoine et les ayants cause à titre particulier qui reçoivent un élément du patrimoine. Cependant, il faut signaler que l'héritier n'a pas deux patrimoines, mais que son patrimoine se confond avec celui du défunt. Donc, on ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Et toute personne a un patrimoine, puisque celui-ci se définit par rapport à son contenant et non à son contenu. La seule fois où la personne se retrouve avec deux patrimoines, c'est quand elle exerce une activité commerciale sous forme de société. Dans ce cas, son patrimoine personnel se distingue du patrimoine de sa société. Les droits extra-patrimoniaux. Ce sont des droits qui ne sont pas évaluables en argent. Ils sont consacrés par de nombreux textes, Déclaration des droits de l'homme, Constitution du Sénégal, Code de la famille. Il s'agit des droits de la personnalité, exemple droit à la vie, droit au nom, droit à l'image, droit à l'intégrité physique. Les caractères des droits extra-patrimoniaux. Ce sont des droits intransmissibles. Ils s'éteignent avec la personne. Insaisissables, ils ne font pas l'objet de saisie. Indisponibles, ils ne font pas l'objet d'un contrat. Imprescriptibles, ils ne s'éteignent pas après un certain délai. Les droits réels et les droits personnels. Les droits réels. Ce sont des droits qui portent sur une chose. Celle-ci peut être un bien meuble ou un bien immeuble. Distinction entre bien meuble et immeuble. On distingue les meubles par nature. Ils se caractérisent par leur mobilité naturelle. On peut les déplacer, les transporter. Les meubles par destination ou par anticipation. Ils se caractérisent par leur finalité. Ils ont une attache au sol, mais une fois arrachés, ils peuvent être déplacés. Exemple, bois avant la coupe, fruits avant la cueillette, récolte sur pied. Les meubles par détermination de la loi. La loi considère comme meubles les choses incorporelles comme les parts sociales, la clientèle d'un commerçant, les droits littéraires et artistiques. Pour les immeubles, on distingue les immeubles par nature. Ils ne peuvent se déplacer, exemple le sol, les édifices, les arbres. Les immeubles par destination, ils sont attachés à l'immeuble pour son exploitation. Des animaux attachés à un champ, des objets d'art d'un musée ou à sa décoration, ornements, tapisseries encastrées dans le mur. Pour qu'il y ait immeuble par destination, on peut se référer à trois critères.
L'unité de propriété renvoie au fait que le propriétaire des meubles est aussi le propriétaire de l'immeuble. L'intention du propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire doit avoir l'intention d'immobiliser les meubles. La relation matérielle entre les meubles et l'immeuble renvoie au fait que les meubles sont indispensables à l'exploitation de l'immeuble. L'intérêt de cette distinction entre les meubles et les immeubles, c'est que les meubles et les immeubles ne sont pas traités de la même façon. Sur le plan de la valeur, les immeubles sont supérieurs aux meubles. C'est pourquoi ils sont soumis à un formalisme. Immatriculation en cas d'achat et de vente, publicité légale, acte du notaire. Sur le plan de la preuve, le possesseur d'un meuble est présumé propriétaire, alors que le possédeur d'un immeuble doit prouver ses droits sur l'immeuble. Sur le plan de la procédure, un litige portant sur un immeuble entraîne la compétence du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, alors que pour le meuble, le tribunal peut être celui du domicile du défendeur ou de la signature du contrat. En matière de saisie, la saisie d'un immeuble est soumise à des règles plus sévères, délai de 1 mois, mise en demeure. Les droits réels principaux. Le droit de propriété. Le propriétaire a des prérogatives très étendues sur la chose. Il dispose de l'usus, pouvoir d'utiliser la chose, du fructus, jouir des fruits de la chose, et de l'abusus, le pouvoir de disposer de la chose, en la vendant ou en la détruisant. L'article de la Constitution apporte une restriction au droit de propriété. C'est l'expropriation pour cause d'utilité publique, si un intérêt supérieur et général l'exige. En contrepartie d'une compensation juste. La propriété se distingue du possesseur et du détenteur. Le possesseur détient la chose et se comporte comme un propriétaire. Le détenteur détient la chose mais ne se comporte pas comme le vrai propriétaire. Les démembrements du droit de propriété. Plusieurs personnes peuvent détenir un fragment de la propriété. L'usufruit, qui permet à son titulaire appelé usufruitier d'user de la chose et d'en recueillir les fruits, mais il n'a pas le droit d'en disposer, c'est-à-dire de la vendre ou la détruire. Le droit de servitude donne à son titulaire le pouvoir d'accéder à un autre immeuble et d'en user et d'en faire usage. Exemple, servitude de passage. Droit de superficie permet à son titulaire d'utiliser la surface du sol et les constructions qui y sont édifiées. Le sous-sol appartient à une autre personne appelée trait foncier. Les droits réels accessoires. Ce sont des droits accessoires aux droits de propriété. Il s'agit de l'hypothèque, qui est une garantie qui porte sur un immeuble que le débiteur ou un tiers constitue pour garantir le paiement de sa dette. En cas de non-paiement, le créancier peut saisir l'immeuble pour se faire payer. Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque. L'hypothèque doit être inscrite au livre foncier et confère au créancier hypothécaire un rang qui entre en concours avec d'autres créanciers titulaires d'une garantie. Le créancier titulaire d'une hypothèque dispose d'un droit de suite, droit de suivre le bien s'il tombe en d'autres mains, et un droit de préférence, droit de se faire payer, de préférence sur le prix de la vente. Le gage, c'est une garantie qui porte sur un meuble que le débiteur remet au créancier ou à un tiers. La chose peut être corporelle ou incorporelle. On distingue le gage avec dépossession, qui confère à son titulaire un droit de rétention et un droit de suite et de préférence. Le gage sans dépossession, qui confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
En cas de non-paiement de la dette, le créancier gagiste peut, après sommation de 8 jours, retenir le bien gagé ou le vendre et se faire payer sur le prix de la vente. Les droits personnels. Le droit personnel est un droit qu'une personne a sur une autre personne. Celle-ci doit s'acquitter envers la première d'une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. Elle a une obligation de créance. L'obligation peut être légale, exemple, réparation des dommages en cas d'accident de la circulation, ou conventionnelle, exemple, obligation de paiement de l'acheteur vis-à-vis du vendeur.